c'est un métier qui est à la fois très exigeant, on l'a bien dit et bien souligné du point de vue de l'hospitalisé, de la relation client-voyageur. Et c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que la gestion immobilière classique. Donc, beaucoup de ce que l'hôtellerie a pu faire peut inspirer la location de courte durée. Mais pour avoir eu des retours aussi de professionnels de l'hôtellerie, parfois même de l'hôtellerie de luxe, souvent les retours qui nous sont faits, c'est qu'on est plus dynamique, on a des outils plus performants, sans doute parce qu'on est plus jeune sur le marché, autour de ça, de créer une carte C, en tout cas d'essayer d'identifier, valoriser un statut particulier pour ce métier. Et c'est plutôt de se dire, au fond, quelle est la bonne stratégie pour bien positionner mon bien sur le marché, quelle est la meilleure stratégie en termes de tarification dynamique, comment est-ce que je peux essayer de distinguer mon hébergement par rapport à la concurrence. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast, dans le talk show Conciergerie de rêve. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais recevoir un invité de marque. Aujourd'hui, je vais recevoir Raji qui va nous expliquer pourquoi et comment il a monté sa conciergerie qui s'appelle Authentic Stay sur l'île de la Réunion. Il était et il est toujours agent immobilier dans ce secteur et il a décidé de créer une marque complémentaire qui s'appelle donc Authentic Stay en parallèle donc de son activité d'agence immobilière. Alors, on va voir pourquoi il a fait ce choix, pourquoi il a décidé de scinder un petit peu les deux activités, c'est quoi sa vision de la location courte durée, et puis comment il travaille avec ces deux métiers qu'on a parfois et très souvent l'impression d'opposer. Agent immobilier et conciergerie. Donc, Raji va nous expliquer tout ça. On va décrypter tout ça ensemble. Donc, merci Raji, salut et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, Henrik, pour ton invitation. Je suis ravi d'être sur ton podcast et d'intervenir au titre de conciergerie de rêve sous ta houlette. Effectivement, je te confirme, je suis bien à l'île de la Réunion. Derrière moi, d'ailleurs, vous voyez un décor qui est effectivement celui de l'île de la Réunion. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Parce qu'effectivement, on a remporté dernièrement un trophée dont on va reparler. Voilà, donc ravi encore une fois d'être avec toi, puis de pouvoir répondre aux différentes questions que tu vas être amené à me poser, puis de participer et contribuer à partager notre expérience, tout simplement, à la communauté de conciergerie de rêve, et puis d'échanger, le cas échéant, avec tous ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus au-delà du podcast d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, peut-être pour commencer, pour qu'on puisse te découvrir un petit peu et découvrir un peu ton parcours, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton agence immobilière, ta conciergerie, un petit peu ton territoire, et puis après, je reviendrai un petit peu sur ton historique un peu professionnel, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Voilà, donc un petit peu ton agence, ta conciergerie, comment tu es arrivé là, et pourquoi tu as créé tout ça. Oui, volontiers. Donc moi, je suis à l'île de la Réunion, je suis ingénieur de formation au départ, mais j'ai toujours été intéressé par l'immobilier classique, je dirais, location à longue durée, transaction-vente aussi. J'ai commencé par la gestion des bars, et puis à un moment donné, j'ai voulu professionnaliser cette activité-là, donc j'ai créé une première agence immobilière, c'était en 2016, qui s'appelle Selectissimo, qui est toujours présente. L'île de la Réunion. J'ai aussi créé d'autres activités. Mais sur la dimension immobilier, pendant plusieurs années, j'ai fait vraiment le métier très classique d'agent immobilier, donc en gestion et puis en transaction avec une petite équipe locale. Mais chemin faisant, en fait, nous, donc à La Réunion, par définition, on accueille très souvent des amis, de la famille. Et lorsqu'il s'agit de nous installer, ma femme et moi, on a cherché un lieu qui pouvait avoir un espace pour accueillir de façon indépendante la famille de passage pendant plusieurs semaines à La Réunion. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à mettre un pied en fait, dans le métier de la conciergerie locative. C'est comme ça que ça a commencé. C'était en 2017-2018. Voilà, donc premier hébergement qu'on a créé qui s'appelle la Case Combava, qui est toujours présente chez Authentic Stay, qui est une partie avec un accès privatif de notre propre résidence principale initiale.
Et puis, donc, Selectissimo continue sa vie. Effectivement, moi, j'ai choisi stratégiquement de distinguer les deux métiers parce qu'on s'est très vite aussi rendu compte que c'était véritablement de notre point de vue, après, ça tout peut se discuter, mais de notre point de vue, c'était vraiment deux métiers différents parce qu'il y a dans la conciergerie une dimension très, très, très forte d'accueil, d'hospitalité, une dimension très forte de service aux voyageurs, service aussi aux propriétaires, puisque la conciergerie, c'est de l'immobilier de gestion, mais d'une certaine façon assez poussée, puisqu'on va vraiment pousser les curseurs, notamment sur l'entretien, exploitation du bien au maximum. Et puis, nous, on avait toujours fait le choix d'être, et on continue dans cette stratégie, d'être sur des hébergements classés, donc des hébergements plutôt quand même qualitatifs, moyenne gamme, haut de gamme, premium. Et donc voilà comment ça a débuté. Donc ça nous a conduit à commencer l'activité. Puis en fait, à ce moment-là, on était encore, ma femme et moi, dans d'autres activités, engagés sur d'autres métiers, pour lesquels on a souhaité à un moment donné se reconvertir. C'était en 2019. Donc en 2019, on s'est posés tous les deux. On a écrit une feuille de route sous forme de carte mentale. Donc ça tenait sur une page A4, mais il y avait tout dedans et on continue de déployer le même plan d'action qu'on avait défini en 2019. Mais il n'échappera à personne qu'en 2020, il s'est passé un événement extraordinaire et donc qui nous a amené à ne pas créer l'entreprise aussi vite qu'on l'aurait souhaité, puisque avec le Covid et le confinement, on a été obligé de mettre en sommeil le projet de création d'entreprise. Pour l'anecdote, à ce moment-là, ma femme, donc, qui est infirmière de formation, on s'est mis à coordonner un réseau de distribution de masques en tissu à La Réunion, coordonné 150 couturières bénévoles qui distribuaient ces masques. Et puis, quand le confinement s'est arrêté, donc au mois de mai 2020, on a pu reprendre la création d'entreprise et on a créé Authentic Stay en septembre 2020 officiellement. Donc, ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'on exerce sur l'île de La Réunion. Et je redirai tout à l'heure, je pense, parce que voilà, on attend un petit peu que j'explique peut-être comment est-ce qu'on travaille. Et je vais m'arrêter là sur la présentation. Donc, en tout cas, voilà, ça nous a paru essentiel pour distinguer les deux activités avec deux marques différentes. Et d'ailleurs, sur la partie conciergerie, on travaille vraiment tous les deux, Émilie et moi maintenant. On est tous les deux associés fondateurs et c'est elle qui est vraiment le plus au quotidien dans l'activité d'accueil des voyageurs, donc l'activité qu'on appelle classiquement de la conciergerie. Et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres missions chez Authentic Stay sur lesquelles moi j'interviens aussi. Ok, c'est génial. J'adore ta présentation parce que elle reflète ce que tu disais au début, c'est que tu es ingénieur de formation et j'adore la carte mentale que tu as mis en place. Ça fait très, très ingénieur, j'adore ça. Merci en tout cas pour ce petit moment sympa que tu nous fais passer. Ouais, donc du coup, tu as effectivement fait le choix de créer deux sociétés distinctes, en tout cas deux marques distinctes. On va y revenir un petit peu dans le podcast justement sur pourquoi ce choix, quelles incidences, à quoi ça amène et puis surtout comment tu vois un peu l'avenir aussi par rapport à tout ça. Donc là, c'est intéressant dans ton parcours. Peut-être, est-ce qu'on peut situer un petit peu le marché du tourisme à l'île de la Réunion, même si je pense que c'est assez évident. Tu as quelques chiffres un petit peu ou des choses à nous partager sur le marché touristique sur cette zone? Parce que moi, par exemple, je suis en région parisienne et effectivement, on a déjà un flux touristique qui est important. Mais c'est clair que tout ce qui est insulaire, et je dis insulaire parce que la Corse, par exemple, peut aussi faire partie de ça. C'est vrai qu'il y a une partie touristique qui est très importante. Est-ce que tu as quelques petits points, quelques petits chiffres ou anecdotes éventuellement qui reflèteraient un petit peu cet attrait touristique pour ces zones? Oui, tout à fait. Je vais donner quelques indicateurs qui vont situer un peu le marché du tourisme à La Réunion, qui sont des chiffres en fait publiés semestriellement par l'Observatoire du tourisme de La Réunion, qui est un des services de l'autorité touristique régionale. Donc, je vais arrondir, hein, je vais prendre les chiffres plutôt arrondis, mais pour donner les ordres de grandeur. La Réunion, sur la dernière année, on a accueilli 700 000 touristes en nuitées marchandes. Donc, on distingue les touristes qui viennent en fait rendre visite à la famille et qui logent chez l'habitant de façon non commerciale.
Donc, effectivement, la Réunion accueille très régulièrement, je dirais pas massivement, mais en volume, c'est quand même important, effectivement, le flux entre la France hexagonale et le département d'outre-mer, qui est la Réunion dans l'océan Indien. Donc, j'ai dit 700 000 touristes en nuitée marchande. Sur ces 700 000 touristes, ils se ventilent grosso modo en 80-85%. C'est ce flux France hexagonale vers la Réunion. Ensuite, c'est souvent des touristes qui viennent d'un peu tous les horizons, mais principalement d'autres pays européens, et puis de la zone également océan Indien, donc à côté de chez nous, des Mauriciens, des Seychellois, etc. Et puis un tout petit peu plus loin de chez nous, mais toujours assez proche, l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Asie du Sud-Est, des Chinois, des Asiatiques de ces régions-là qui peuvent venir en vacances dans un territoire français et tropical. Voilà, donc ça c'est sur on va dire la demande. Sur l'offre touristique, on a une offre qui est assez classique, hein, d'hôtellerie à La Réunion, généralement classée 2, 3, 4 étoiles, quelques 5 étoiles, mais voilà, la clientèle qui vient à La Réunion est plutôt orientée 3, 4 étoiles. Sur l'activité qui nous concerne, donc la location de courte durée, ce que l'on peut aussi souligner, c'est une forte croissance de la demande, parce qu'en termes de volume de nuitées marchandes vendues, on est sur un taux de croissance de 15% à La Réunion. Sur le territoire national, c'est autour de 13%, c'est aussi assez soutenu. Donc il y a une très forte demande, une offre aussi qui a suivi, hein, puisque voilà, un peu sans doute par opportunité aussi, des personnes physiques, des personnes, même nous, c'est comme ça qu'on a commencé au début, hein, au final. Mais également une filière qui se structure, donc à La Réunion, qui se professionnalise depuis maintenant, en tout cas nous on le constate depuis 5 ans, entre 2020 et aujourd'hui. Beaucoup de nouveaux entrants également, les premières franchises qui arrivent à La Réunion. Voilà. Donc une offre qui est en train de monter en maturité, mais qui reste encore très jeune, qui est très dynamique. Voilà pour donner quelques indicateurs. Sinon, oui, ce que je peux ajouter également, les durées de séjour, parce que ça peut être très différenciant, effectivement. Par définition, on est à 11 heures de vol de l'Hexagone. En moyenne, les personnes qui viennent à La Réunion séjourner restent autour de 15 nuitées. Voilà. Et en général, les séjours sont réservés en moyenne 4 mois à l'avance. Donc, sur les périodes de haute saison, c'est jusqu'à même 12 mois à l'avance. Et puis, on a aussi des réservations de dernière minute qui vont lisser cette moyenne-là. Mais vous voyez que la moyenne est quand même assez haute de ce point de vue. Et une clientèle, là, on a tous les segments de clientèle. Nous, en tout cas, ce qui constitue notre propre clientèle, c'est la clientèle familiale, souvent intergénérationnelle. C'est des séjours vraiment de retrouvailles à La Réunion, de découverte du territoire tropical. On y reviendra un peu, mais c'est une destination sur laquelle tout type d'activité peut se pratiquer, et donc aussi bien pour les grands-parents que pour les petits-enfants. Il y a énormément de choses qui peuvent être très agréables à découvrir, à expérimenter, et ne serait-ce que se regrouper finalement dans un territoire où il peut faire soleil, avec un climat relativement doux, clément, et puis la possibilité d'être à la fois à la mer, à la montagne, un peu sur la Lune aussi, quand on est dans la plaine volcanique, par exemple. Voilà, il y a énormément d'expériences à vivre à La Réunion, c'est ce qui fait que d'ailleurs on y reste souvent, d'ailleurs quand on y met un pied. On a envie parfois de s'y installer, donc on a aussi cette clientèle-là, donc de professionnels et de nouveaux arrivants qui viennent séjourner chez nous, le temps de comprendre un peu le territoire, de voir où inscrire les enfants à l'école, où prospecter pour s'installer. Et je termine juste là-dessus, mais ça va faire un peu peut-être le lien vers le sujet de l'immobilier plus classique. Typiquement, cette clientèle-là, voilà, elle peut se tourner vers nous aussi parce qu'on a la gamme complète de services, donc pour prospecter pour eux, en vue de soit trouver une location longue durée, soit de trouver un bien à l'acquisition qui corresponde à leurs critères de recherche tout simplement. Donc c'est là où on va pouvoir effectivement avoir les deux activités qui peuvent quelquefois se coupler. Ouais, donc
Ok, merci du coup pour cette présentation hyper complète et hyper intéressante à partager pour mieux comprendre le marché. Et d'ailleurs, déjà, dès maintenant, j'invite aussi les personnes qui nous suivent à, à bien connaître votre marché comme Raji nous l'a présenté ici pour l'île de la Réunion. C'est hyper important de bien connaître votre marché pour mieux vous positionner, mieux maîtriser, mieux anticiper. Euh, et je pense que justement, ça fait partie de la professionnalisation de l'activité, justement, que de bien maîtriser son marché. Aujourd'hui, je vois encore trop de conciergeries qui se lancent sans savoir dans quel territoire et quelle est la configuration et le client type, entre guillemets, du territoire. Et je pense que c'est hyper important, justement, de bien avoir ces éléments-là en tête pour être bien positionné commercialement, pour bien maîtriser son marché et encore une fois, bien anticiper tout ce qui peut se passer dans la saisonnalité, mais aussi voilà, d'une manière plus générale pour maîtriser son activité. C'est hyper important d'avoir ces métriques en tête. Et je trouve que tu l'as super bien présenté ici pour l'île de la Réunion et merci pour justement cette présentation vraiment très complète et j'invite chacun à analyser son marché de la même manière. On va passer à la première séquence du coup de ce talk show, séquence qui est assez redoutée par mes interviewés, puisqu'il s'agit du pitch. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent le talk show, donc Raji, tu vas nous pitcher ton activité Authentic Stay, celle qui est liée à ta conciergerie, afin qu'on comprenne bien quel service tu proposes, sur quel périmètre, bref, qu'on découvre vraiment l'activité de ta conciergerie. On te laisse à peu près 2 minutes. Je te dis pas qu'il y a le chrono qui tourne, mais c'est presque ça. Donc, je te passe la main. Tu as 2 minutes pour nous faire comprendre ce que c'est qu'Authentic Stay. C'est parti. Ouais, merci Henrik, je vais essayer de relever le challenge. Je vais utiliser 3 mots-clés pour pitcher, authenticité, authentique, empreinte locale et, allez, en échelle d'entreprise, ROI. Pour nous, l'authenticité, c'est véritablement essayer de faire immerger le voyageur dès son lieu d'hébergement dans le territoire et de pouvoir lui présenter également des acteurs locaux, de le mettre en relation avec ce qui peut être ses besoins, ses demandes, de l'orienter au mieux. Et à la fois, on est donc de ce point de vue-là agent immobilier, mais on est également un acteur véritablement du tourisme local. Le deuxième mot que j'ai pris, c'est l'empreinte locale. Nous, l'une de nos missions, c'est de participer à la conception et à la réalisation d'hébergements touristiques de qualité, classés à tout France au minimum 3 étoiles, et également certifiés avec une certification qui s'appelle Authentic Score, que l'on a même inventée, puisque en faisant en fait cette activité-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait orienter une partie du budget d'investissement, qui est quand même un budget souvent assez conséquent, vers le tissu économique local. Et de ce point de vue-là, créer des lieux d'hébergement uniques, originaux, qui valorisent l'artisanat, l'art, qui s'intéressent à l'histoire des lieux, qui essayent de valoriser la biodiversité. Pour nous, à La Réunion, c'est crucial de pouvoir participer à la biodiversité de la faune, de la flore, et puis de le raconter aux voyageurs. Et également de partager des éléments de la culture locale, le créole réunionnais, pour que les personnes puissent véritablement, dès l'hébergement, avoir accès à des éléments de connaissance et de compréhension du lieu dans lequel ils vont passer un séjour. Le troisième mot, c'est ROI, parce que de notre point de vue, il s'agit effectivement de pouvoir conjuguer ces deux objectifs avec fondamentalement un modèle économique soutenable. Et notre rôle de ce point de vue, c'est de pouvoir accompagner le propriétaire dans le cadre même de son cahier des charges, de ses propres objectifs de rentabilité, d'investissement, de retour sur investissement. Et donc, nous produisons très régulièrement des études de marché qui nous permettent de fixer des objectifs de résultats. Bien entendu, on ne s'engage pas voilà, mécaniquement et bêtement sur les résultats. Il s'agit de présenter les choses de façon le plus objective possible, en prenant en considération également des éléments de risque, d'aléas, de manière à ce que le propriétaire se sente véritablement en confiance, accompagné dans son projet. Et ensuite, voilà, notre service, c'est du A à Z. Donc, on délivre la prestation
et on rend compte de l'activité chaque mois, chaque année. Donc chaque mois sur les revenus locatifs, bien entendu, puisque nous travaillons avec une carte de gestion, une carte G. Et puis avant la fin de l'année, au moment du renouvellement du mandat de gestion exclusive, on présente donc les éléments de bilan de l'activité, des éléments également qualitatifs des retours voyageurs, les différentes notations qui ont pu être obtenues, des retours en termes d'amélioration et de suggestions d'évolution pour l'hébergement. Régulièrement, on est appelé à mettre en œuvre différents programmes d'amélioration continue sur les hébergements. Donc voilà, je l'ai dit en 3 mots, authenticité, empreinte locale et retour sur investissement. Ouais, ok, génial. Génial, parce que du coup, on retrouve, d'après moi, vraiment les 3 points de ce qu'on regrouperait. Alors, le mot est un peu galvaudé, mais ce que moi j'appelle vraiment du développement durable. Et je trouve vraiment, on retrouve cette partie locale, entre guillemets, voilà, avoir un impact local, avoir une empreinte locale, et de manière la plus durable possible, sans abîmer, entre guillemets, le lieu où on se situe. Enfin, moi, j'adore justement, et j'adhère justement à la proposition, en tout cas à la proposition que tu nous as fait là dans ce pitch. Et je trouve que justement, on pourra en discuter, mais c'est un petit peu l'avenir aussi du tourisme et des conciergeries, mais c'est un petit peu l'avenir. Et je pense que c'est juste le sens de l'histoire, en fait, hein, tout simplement, que de travailler les aspects que tu signales ici. Et sans oublier, bien évidemment, pour que ce soit durable, il faut que ce soit rentable, quoi. Je veux dire, si l'entreprise n'a rien à gagner, il n'y aura jamais d'entreprise. Donc, complètement. Donc, je mets vraiment tout ça en lien et pas en opposition. Justement, c'est un peu le mot dans ce podcast, mais c'est vraiment. Parfois, on a l'impression qu'il y a des éléments qui s'opposent. Et on voit bien que la vraie vie fait que si on les oppose, on va à notre perte de toute façon. Et on va devoir travailler pour les mettre ensemble. Ces thématiques, ces mots, on en fait ce qu'on veut, mais on va devoir les faire bosser ensemble. Et je trouve que tu le fais bien, justement, dans ce que tu nous proposes ici. Il y a un truc que tu as dit et que je trouve super intéressant, c'est le fait de parler d'expérience client. Alors, même si le thème de notre podcast c'était de parler d'autre chose, donc je vais juste faire cette petite digression et après, promis, on revient sur la partie professionnalisation, mais c'est en lien quand même. C'est que l'expérience client, voyageur pour le coup, elle dépasse complètement le logement dans lequel ils viennent séjourner. Et tu parlais tout à l'heure justement de connaître, enfin en tout cas de les immerger dans le patois, le créole, de les immerger dans, en tout cas de leur faire découvrir les décors magnifiques qu'il y a à l'île de la Réunion, qui sont hyper diversifiés. Ça dépasse clairement le logement en fait. Et donc cette expérience client, elle est bien au-delà du logement. Alors je dis ça parce que nous en région parisienne, on a tendance parfois à faire vivre une expérience client super dans le logement. Et je trouve justement que tu as sorti justement le voyageur pour lui faire montrer qu'il n'y a pas que le logement, il y a plein de choses autour. C'est un élément crucial pour toi justement dans ta stratégie même déjà pour accueillir les voyageurs. Oui, oui, complètement. Alors, si je peux me permettre effectivement en 2 mots de partager ça, je pense que ça peut être intéressant pour ton audience. En termes de stratégie, on travaille beaucoup sur l'identité. L'identité, ça commence par le nom. En anglais, on dit naming à la mode. Mais c'est vrai que d'un point de vue stratégique, dès lors que vous avez un nom qui est un nom unique et un nom qui reflète réellement ce qu'est ce que vous avez voulu créer dans l'hébergement ou votre propriétaire a voulu créer dans l'hébergement, vous avez de fortes chances de réaliser davantage de réservations en direct. Moi, je peux vous donner notre indicateur. On fait un peu plus de 50% de réservations en direct avec notre portail authentique-stay.fr. Bien sûr, on est également présent sur les OTA, hein, classiques, Airbnb, Booking, Apritel, et on est d'ailleurs en train d'ouvrir d'autres portails avec Belle Villa, qui est un de nos derniers partenaires là, récemment. On sera présent sur des portails sur lesquels on n'était pas habituellement présent dans d'autres pays d'Europe, d'Océanie, etc. Ça, c'est important, la visibilité. Mais lorsque vous avez une stratégie sur l'identité de votre lieu d'hébergement, vous avez plus de chances, en tout cas nous on le constate,
de réaliser des réservations en direct et donc, de ce point de vue-là, de garantir mieux finalement votre marge dans votre activité pour vous-même et pour vos clients propriétaires. Donc, on revient sur la partie économique. Et du point de vue des voyageurs, la dimension effectivement d'immersion dans le territoire, elle était présente, je parlais tout à l'heure de carte mentale. On avait dès 2019, avant même la création de l'entreprise, tracé cette trajectoire-là. Et puis on a eu la chance également, et ça, si vous en avez l'opportunité, allez-y, foncez, de solliciter un programme de développement. Alors à La Réunion, il y a une agence régionale de l'innovation. Et donc on a été lauréat, on a été retenu sur une de ces promotions pour réaliser ce qu'on a donc un diagnostic éco-design. Qu'est-ce que c'est un diagnostic éco-design? En fait, c'est tout bête, mais c'est se poser, regarder ce que l'on projette comme activité, s'intéresser à ses impacts positifs, négatifs, comment est-ce qu'on peut réduire, éviter, compenser ces impacts négatifs, maximiser les impacts positifs, regarder les expériences, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir des bonnes idées, voilà, de par le monde, benchmarker, comparer, essayer d'adapter. Et puis au sortir de ce travail qui a duré pendant quasiment 6 mois, on a bâti un plan d'action. Et en fait, on a mis en œuvre ensuite les différentes étapes de ce plan d'action. Franchement, et pour parler sincèrement, c'est vrai que la dimension d'immersion dans le territoire, ce n'était pas la première des premières actions. C'était même la deuxième volet d'action. Premier volet d'action, c'était d'abord de savoir créer des hébergements de qualité et de pouvoir en garantir le niveau de qualité du point de vue de l'empreinte locale. Et c'est ce qui nous a amené à créer Authentic Score l'année dernière. Et à la suite de quoi, en fait, dans le cadre de ce projet, on a remporté le premier prix d'innovation régionale, on a été lauréat d'un AMI national, on a fait partie via Authentic Score, des 13 innovations touristiques qui ont été soutenues par Atout France l'année dernière pour expérimenter sur le territoire, en l'occurrence, nous on l'a fait sur le territoire ouest de La Réunion, sur un panel d'un peu moins de 1000 hébergements touristiques. En tout cas, vraiment, je vous encourage, si vous le pouvez, à prendre un petit temps de pas de côté pour analyser votre activité, vraiment vous préoccuper de, au fond, quel est le sens de votre activité, vous, qu'est-ce que vous voulez délivrer, quels sont vos objectifs personnels aussi. Et en fait, quand vous arrivez à aligner un certain nombre d'éléments de valeur et que vous apportez effectivement de la valeur à la fois à vos clients propriétaires et puis à vos clients voyageurs autant que possible, c'est pas toujours facile, hein. On est dans un métier de service, c'est un métier de relations humaines, voilà, il y a tout ce qui peut être difficile parfois dans cette dimension-là. Néanmoins, lorsque vous avez clarifié votre esprit, vous savez vers quoi vous voulez tendre, vous avez des objectifs. À la mode aujourd'hui, on parle d'OKR, de KPI, etc. Mais sans rentrer dans ce jargon-là, en tout cas de vous dire pourquoi vous faites ce métier. Si vous arrivez à répondre à la question pourquoi vous faites ce métier, alors vous avez gagné, parce qu'il y a de très fortes chances pour que vous réussissiez, en tout cas, ce que vous voulez entreprendre. Nous, on s'est posé cette question-là en 2019, on l'a écrit, et on n'a pas fini de le mettre en œuvre, parce qu'il y a encore d'autres projets, d'autres innovations qu'on souhaite proposer. Et voilà, on est dans cette feuille de route-là, chaque année, on progresse. Et on a la chance sur le chemin de rencontrer des personnes qui s'intéressent aussi, qui partagent des éléments de notre vision, qui souvent ont eu les mêmes idées que nous aussi, et avec lesquelles on peut nouer des partenariats. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, mais en tout cas, une des choses aussi que je veux souligner, c'est les résultats, on ne les obtient pas tout seul. C'est vrai que AuthenticStay a été primé, c'est vrai, c'est AuthenticStay qui a reçu le LCD Awards il y a un mois à Paris, pour l'hébergement qui est derrière moi en photo, la case endémique, qui est l'un des premiers hébergements qu'on a accompagné en conception-réalisation. Mais c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion dans quelques jours là, de republier, puisqu'on a fait un petit rassemblement de remerciements avec une vingtaine des intervenants qui ont travaillé avec nous en 2019 sur le chantier, sur le jardin, et puis qui nous ont accompagnés ensuite sur l'entretien, sur l'exploitation, qui nous accompagnent toujours sur l'entretien et l'exploitation aujourd'hui. Parce que véritablement, on ne réussit pas tout seul, et on ne réussit pas que pour soi non plus. Donc nous, voilà, on a à cœur de partager ça et de le réussir en équipe.
Donc voilà, donc pour apporter ma contribution puis partager ce retour d'expérience. Ok, super, super. Ouais, on reviendra justement sur cet aspect, enfin, prestataire partenaire avec qui tu as travaillé justement pour, et à qui je pense tu travailles au quotidien justement pour pouvoir diffuser ton offre. Alors, juste avant justement de rentrer là-dedans, donc aujourd'hui, tu as, on l'a dit au début, donc Authentic Stay qui est la partie, on va dire, conciergerie, et puis tu as la partie agence immobilière. Du coup, tu as deux marques distinctes. Exact. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir tout mis sur la marque de ton agence immobilière ou l'inverse? Pourquoi pas avoir tout mis sur Authentic Stay avec des spécificités? Donc, j'imagine que tu vas nous partager ça, mais pourquoi avoir fait ce choix, justement? Oui. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on a des coûts de structure, de multiplier les sociétés, c'est multiplier des frais, des charges, multiplier des temps dédiés, vous devez convoquer les assemblées générales, etc., etc. Pour nous, c'était fondamental de distinguer les deux métiers. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure déjà, parce que d'un point de vue du service, de la manière de servir le client, ce n'était pas les mêmes dimensions. Aussi, il faut quand même le dire, on ne va pas se mentir, le métier d'agent immobilier, c'est un titre qui n'est pas forcément très valorisé. En France, en tout cas, c'est un métier qui est plutôt décrié. L'agent immobilier n'est pas forcément un partenaire de confiance, surtout celui qui fait de la transaction immobilière. Et ça, c'est pas qu'un cliché, c'est un constat. Et même si on peut le déplorer, c'est comme ça, c'est un acquis parce que c'est tellement répété et c'est devenu même structurel du métier. Donc c'est souvent l'exception qui confirme la règle, mais en cette matière-là, pour nous, c'était fondamental de distinguer les deux entités. C'était aussi fondamental de distinguer les deux entités pour tout ce que j'ai dit juste auparavant. C'est qu'en réalité, on voulait créer une marque très forte. Et pour créer cette marque Authentic Stay forte, il fallait bien qu'elle ait une identité propre, distincte de l'agence immobilière. On aurait pu se contenter de faire une marque simplement et puis d'avoir une même entité juridique. De ce point de vue-là, on a choisi de distinguer deux sociétés. Dans notre situation, c'était une question aussi d'actionnariat. Hein. C'est aussi concret. C'est un choix d'actionnariat. Mais c'est aussi, surtout, c'est d'avoir vraiment deux entités qui vivent leur vie, qui vont se développer avec une liberté qui leur seront propres, chacune, qui peuvent coopérer, c'est le cas d'ailleurs, mutualiser un certain nombre de choses, il y a des échanges, j'ai dit tout à l'heure que parfois même les clients peuvent s'intéresser à nous, les propriétaires aussi sont très intéressés en fait d'avoir un service qui peut switcher d'un modèle vers un autre, si le marché se retourne, si diverses raisons ils changent de projet. Voilà, on a la possibilité chez nous de pouvoir les accompagner aussi bien sur la gestion nue que la gestion meublée longue durée, que la transaction immobilière, que la location courte durée, avec tous les services associés. Et ça donne une force. Le fait de l'avoir dissocié, ça donne quand même ces deux identités bien particulières. Chacune des deux sociétés se développe à leur rythme. Je ne vous cache pas que moi, je suis vraiment beaucoup plus dynamique sur la dimension touristique que sur la dimension immobilière plus classique, je dirais. Je trouve vraiment beaucoup plus de plaisir dans ce métier-là. C'est un métier dans lequel il y a énormément d'innovation. Ce n'est pas pour dire que dans l'immobilier, il n'y a pas non plus d'innovation. Il y en a beaucoup, même actuellement avec l'intelligence artificielle et d'autres outils. Même dans ces métiers-là, il y a des changements qui sont en cours. Mais nous, dans notre dimension où on voulait avoir un impact du point de vue de l'économie, un impact du point de vue du développement durable sur le territoire, en particulier pour la Réunion, le tourisme, c'est un des leviers économiques régionaux. Et bien, voilà, ça fait sens pour nous de distinguer les deux. Et aujourd'hui, on en est plus que satisfait parce que de fait, il n'y a pas de mélange des genres. Chaque entité est bien identifiée, sollicitée pour les services qu'elle propose. Et lorsqu'on a besoin de l'une ou de l'autre, on sait voilà, pouvoir les connecter, les présenter conjointement ou distinctement aux clients. Et ça, c'est la souplesse, la flexibilité que l'on a également.
lorsqu'on travaille avec nous. Ok. Du coup, c'est intéressant, si tu veux, cette séparation, parce que dans ce que tu expliques, elle fait sens, hein, clairement. Je comprends en tout cas pourquoi tu as fait ce choix-là. Je voudrais juste revenir sur effectivement le statut d'agent immobilier. Tu disais que ça n'a pas très bonne réputation. Alors, peut-être que c'est local, peut-être que c'est plus large, je ne sais pas. Tu vois, c'est peut-être un truc à essayer de mesurer. Je n'ai pas de stats justement sur ça. Et tu vois, l'agent immobilier, pour moi, il a un statut. Alors après, on aime ou on n'aime pas, comme tu disais, il a peut-être parfois mauvaise presse, mais il a un statut, une image, une espèce d'aura, même, je dirais. Est-ce que c'est finalement ça qui déjoue, qui joue pas en sa faveur quand il veut effectivement se lancer dans des prestations de services parce que clairement, la location saisonnière, on est dans l'accueil, on est dans du service au client. Est-ce que ça veut dire que l'agent immobilier, en fait, à la base, il n'y a pas ça? Enfin, il y a une lacune. Oui. Non, c'est une très bonne question. Pour y répondre, je ne vais pas forcément donner mon point de vue, je vais plutôt faire un constat. Le constat que je fais, je ne parle que du marché de la Réunion que je connais plutôt bien, hein, de ce point de vue-là. Au titre de l'agence immobilière, je fais partie des agences partenaires de l'Observatoire de l'immobilier à la Réunion. Et donc, je suis appelé à partager, échanger avec les membres de l'Observatoire, qui sont une centaine d'agences ici à la Réunion. Donc, c'est quand même assez représentatif. Et en fait, le constat que je fais, c'est tout simple, c'est de voir que les agences qui sont, par exemple, dans l'Observatoire de l'immobilier, sont donc par définition des agences qui ont été sélectionnées, qui travaillent de façon très professionnelle, a priori avec toutes les garanties de probité, de rigueur, de respect de la déontologie, etc., d'obligation de formation, bien entendu. Très peu se sont lancées dans la location de courte durée. Certaines qui s'étaient lancées l'ont arrêté. Pour diverses raisons. Hein. Les raisons ne sont pas systématiquement les mêmes. Mais force est de constater que ces agences qui font de l'immobilier, de location de longue durée, location nue, transaction, à fortiori transaction, ne s'engagent pas dans la location de courte durée. Alors la question qui peut se poser, c'est pourquoi? Probablement que d'une certaine façon, il faut être honnête aussi, la difficulté du métier de loueur de courte durée, la complexité de ce métier. Prendre juste un exemple, moi je travaille donc en carte G. J'ai donc des solutions au travers de l'agence immobilière classique de gestion de fonds mandants. Aucune de ces solutions, et pourtant, je ne vais pas les citer parce que c'est pas leur faire de la publicité que dire ça, n'est adaptée pour la location de courte durée. Et pourtant, c'est des logiciels qui ont pignon sur rue, qui sont recommandés par tous les syndicats nationaux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ça qu'on peut tout à fait constater, c'est que ce métier de la LCD, c'est un métier qui est à la fois très exigeant, on l'a bien dit et bien souligné du point de vue de l'hospitalisé, de la relation client-voyageur. Et c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que la gestion immobilière classique. Et alors, le modèle économique de ce point de vue-là, manifestement, certains l'analysent d'une certaine façon et se disent peut-être que ce n'est pas leur métier finalement de s'engager dans cette complexité-là. Donc c'est comme ça que je fais tout simplement, c'est que ce marché reste un marché plutôt de professionnels. Alors c'est en phase de professionnalisation, de montée en gamme, de structuration de filière, etc. Et d'ailleurs, dans la conciergerie locative, on a un spectre de métiers qui est très large, jusqu'à l'agence complète telle qu'Authentic Stay. Il y a tous les métiers depuis la logistique, le ménage, l'accueil, la gestion d'annonces, le digital, le marketing, voilà. Et puis sans gestion de fonds mandants jusqu'à ce stade-là. Et puis lorsqu'on bascule après sur la gestion des fonds mandants, on finit par être qualifié d'agence d'une certaine façon. Mais voilà, pour répondre un peu à ta question, c'est plutôt en constatant ce qui se passe sur le marché. Après, sur le marché national, je n'ai pas tellement d'éléments d'appréciation pour être tout à fait pertinent, mais il me semble que c'est quand même pas si éloigné que ça. Pour connaître, puisque je suis aussi administrateur du réseau CLF, les conciergeries locatives de France, qui sont les adhérents du CLF, ne sont pas typiquement des agences immobilières.
Maintenant, il y a des agences immobilières, effectivement, en France et à La Réunion aussi, qui se sont lancées, qui font le métier très bien. Le plus souvent, ceux que j'ai rencontrés, que ce soit de la Côte d'Azur ou de Paris, ont bien distingué néanmoins, même si c'est sous la même entité juridique et avec la même marque parfois, il y a quand même bien distingué les deux métiers en termes d'équipe et puis aussi en termes de site internet, souvent. J'ai aussi observé ça, c'est que souvent, ce n'est pas les mêmes sites internet, les mêmes adresses URL. Il y a vraiment deux choses distinctes. Parfois, il y a le premier portail où on peut flécher d'un côté et de l'autre, mais très vite, les choses sont distinctes. Voilà, pour répondre à la question. Ah, ok. Et du coup, c'est parfait que tu parles de ça. C'est quoi, d'après toi, justement, on va dire, les 2-3 différences fondamentales entre ces deux métiers qui fait qu'effectivement, toi ou d'autres faites le choix de séparer de manière plus ou moins forte les deux activités? C'est une question. Moi, je dirais spontanément la disponibilité et la réactivité en premier lieu. En deuxième lieu, je ne sais pas si c'est spécifique à notre activité, je ne pense pas que ce soit le cas. Je vais utiliser ce mot-là, mais il ne faut pas le voir en creux. C'est-à-dire, quand je veux dire dynamisme, ce n'est pas pour dire que les agents immobiliers qui font de la gestion immobilière ne sont pas dynamiques. Mais c'est pour constater, je l'ai un peu dit tout à l'heure, on est toujours dans l'amélioration continue dans le métier de la conciergerie. Le maintien de la qualité, c'est la base. Voilà, on est un hébergement classé 4 étoiles, il faut se maintenir à ce niveau-là. Ça suppose des actions d'entretien, d'amélioration également d'écoute des voyageurs et puis des projets du propriétaire. Mais l'amélioration continue, c'est aussi prendre connaissance de programmes nouveaux. Typiquement, on a mis en œuvre plusieurs séries de programmes, Kids Friendly, économie d'énergie. Là, on est en train de mettre en place un programme de montée en gamme du point de vue de l'identité de l'hébergement touristique, avec Authentic Score. On est toujours, je ne pense pas que ce soit spécifique à Authentic Stay d'être dans cette dimension-là. Je suis sûr que dans l'audience, beaucoup vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même une préoccupation très forte, je pense, du point de vue des biens immobiliers qui sont confiés à un concierge. Véritablement, ça devient un projet que l'on s'approprie nous aussi, que notre équipe s'approprie, et pour lequel il y a une certaine fierté, il y a une certaine volonté de partager, d'avoir ces retours aussi gratifiants de la part des voyageurs qui sont satisfaits de leur séjour. Là où dans le métier plus classique de gestionnaire immobilier, au bout du compte, franchement, les loyers sont encaissés, ok, il y a une quittance, tout ça c'est automatisé, est-ce que ça a été bien payé, pas payé, les charges, il y a l'Assemblée générale, c'est très juridique, c'est assez froid. Lorsqu'on intervient en général sur la gestion immobilière, l'élément classique qu'on dit, c'est le gestionnaire immobilier, c'est le pompier de service qui vient en curatif intervenir sur il y a quelque chose qui tombe en panne, on vient, voilà. Et puis le propriétaire qui est plus ou moins allant pour payer le devis, faire les réparations qui s'imposent. Alors que nous, dans notre métier inverse, chez Authentic Stay, là je parle vraiment de l'expérience entre Selectissimo et Authentic Stay, je constate aussi un peu comme ça, il y a un côté un peu plus dynamique, je vais plutôt le dire comme ça positivement, chez Authentic Stay, que de toute manière, ce n'est pas attendu chez Selectissimo. Ni des locataires, ni des propriétaires. Ils ne s'attendent pas à avoir un service d'accompagnement particulier. Lorsqu'une question se pose, bien entendu, on est là pour éclairer. Le plus souvent, les questions qui se posent sont d'ordre juridique chez l'agence immobilière classique. Quels sont les droits, les devoirs, les obligations de telle partie, de l'autre partie? Comment traiter un litige? Comment traiter une situation d'impayé, de retard de paiement, de non-respect des clauses du bail? Comment est-ce qu'on peut rompre un contrat, etc. Ce genre de questions auxquelles on a à faire face. Alors que dans la conciergerie locative, au contraire, il y a sans doute ces questions-là qui peuvent se poser en partie, mais comme on est sur la location courte durée, en règle générale, ça se pose très très peu. Et c'est plutôt de se dire, au fond, quelle est la bonne stratégie pour bien positionner mon bien sur le marché? Quelle est la meilleure stratégie en termes de tarification dynamique? Comment est-ce que je peux essayer de distinguer mon hébergement par rapport à la concurrence?
par rapport à mes objectifs de retour sur investissement, qu'est-ce que vous me conseillez de faire en termes d'amélioration, de choix d'achat, de travaux, d'équipement, et puis de marketing, de positionnement, etc. Et vraiment à des années-lumière, enfin, peut-être j'exagère un peu, tu vas me dire, mais de mon point de vue, quand même, on a énormément un champ de travail qui est vraiment vaste et très profond dans le métier de loueur de courte durée. Il me semble que c'est moins vaste et moins profond quand même dans les métiers plus classiques de gestion immobilière. Oui, 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 moi je partage complètement. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas si c'est une explication, mais c'est clair que le métier de la conciergerie, comme on l'entend et comme on se le partage ici, déjà il est plus jeune que celui de l'agent immobilier. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a déjà, de manière un peu naturelle, un dynamisme qui est installé. Et après, moi, il y a justement, ça allait être une de mes questions, c'est l'agent immobilier, effectivement, par contre, lui, historiquement, il est déjà présent. Historiquement, il faisait peut-être déjà de la location saisonnière, ça dépend des zones. Là, je vais penser, par exemple, en France métropolitaine, aux stations de ski, par exemple, où historiquement, c'était quand même géré par les agences immobilières. Donc, c'est quand même ce type de profil qui s'occupait de ça et qui savent. Enfin, on n'a jamais entendu parler enfin, en tout cas, à ma connaissance, que les agents immobiliers n'étaient pas adaptés pour ça. Donc, si ça a subsisté, c'est bien que ça répondait à un besoin et que c'était compatible. Par contre, mon avis qui bride le dynamisme et qui fait que, effectivement, il y a, en tout cas, d'après moi, qu'il y a une certaine peut-être stabilité au sens positif et au négatif du terme, c'est le fait que l'agent immobilier est régulé, en fait, tout simplement. Comme c'est cadré et régulé, quelque part, c'est compliqué de sortir de ça. Le fait d'être régulé donne un statut. On parlait tout à l'heure justement du statut de l'agent immobilier. Le fait d'être régulé et réglementé donne, je trouve, empêche le dynamisme, l'innovation, et choses qu'on ne retrouve pas dans les conciergeries où justement cet aspect non réglementé, en fait, oblige à être toujours les meilleurs, quoi. Enfin, non pas que sur l'immobilier, c'est pas le cas, parce qu'il y a de la concurrence aussi qui existe, et heureusement. Mais on voit que dans le métier de la conciergerie, qui est plus jeune, qui est plus concurrentiel à mon sens, mais peut-être je me trompe, du coup, tu vas pouvoir me donner ton avis, ça oblige au dynamisme, ça oblige à l'innovation, ça oblige à être en mouvement en permanence, quoi. Donc, moi, je vois ce point-là un peu comme ça. Je sais pas, toi, quel est ton avis justement par cette partie et là, pour le coup, j'oppose partie réglementaire, métier réglementé, etc., versus conciergerie sans carte G et qui serait beaucoup plus libre, mais quelque part peut-être plus performant. C'est une question intéressante et une manière d'appréhender le sujet assez intéressante. Pour te répondre, je vais prendre 2 secondes c'est une casquette CLF, Réseau de concierge locatif de France, pour dire que effectivement, le métier de concierge est d'une certaine façon, depuis quelques années, donc un peu jeune, un peu nouveau, même si au fond, la location de courte durée n'a rien de nouveau, hein. Si on prend l'Île-de-France, fête ses 70 ans cette année, typiquement, il y a déjà des acteurs qui faisaient de la location de courte durée, les chambres d'hôtes, etc. Ça existe depuis des décennies. Simplement, la manière de l'exercer aujourd'hui, au travers du digital, des plateformes, c'est une chose. L'engagement sur les territoires, c'en est une autre aussi. Dans les milieux, les environnements plus urbains, etc., il peut y avoir des typologies, des segments un peu particuliers. Moi, ce que je perçois, c'est que je ne suis pas sûr que le fait de ne pas être réglementé rende les choses plus dynamiques. Disons que d'une certaine façon, ça peut rendre la chose, pour le dire de façon un peu critique, anarchique. Parce que, voilà, on peut se réveiller un matin et se dire concierge, ouvrir une conciergerie, se lancer dans le métier. On voit d'ailleurs beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, il faut s'en méfier. Au passage, je peux peut-être passer ce petit message de prévention. Voilà, il y a énormément de pubs. Venez vous former pour X centaines, milliers d'euros et vous allez gagner votre vie sans rien faire. C'est très, très différent, la réalité est très différente de ça. Il faut être bien structuré, bien organisé dans nos métiers. Non, du point de vue du réseau de CLF, mais comme d'autres organisations, il y a un travail en fait de reconnaissance du métier, du statut. Tu peux prenez ce mot, c'est un bon mot effectivement.
de statut de ce métier de loueur professionnel en courte durée, concierge, agence de conciergerie, il y a tellement de termes. Aujourd'hui, il n'y a pas de code APE. Il n'y a pas d'identification de ce point de vue-là des entreprises qui font notre métier. On a tous des codes APE divers et variés. Il y en a au moins 4, 5, 6 différents dans lesquels voilà, on peut se retrouver un peu par hasard parce qu'au fond, les organismes qui font l'enregistrement des entreprises mettent ça un peu dans n'importe quelle case. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la partie donc le statut. Ça, du point de vue du CLF, par exemple, il y a un travail qui est mené depuis la création du CLF, c'est 2020-2021, autour de ça, de créer une carte C, en tout cas, d'essayer d'identifier, valoriser un statut particulier pour ce métier. Également autour du code APE. Par définition, il n'y a pas de code APE donc aujourd'hui. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en aurait pas un? Donc ces sujets-là, ces sujets de statut, ces sujets cruciaux pour pouvoir être identifiés. Et lorsqu'on est identifié, on devient un interlocuteur. Autrement, effectivement, on est un petit peu dans, je vais prendre un autre mot un peu critique, la jungle de l'activité. Et c'est là où le bas peut blesser parce que d'un point de vue des acteurs publics qui doivent prendre des décisions sur nos activités, le fait de ne pas avoir de statut, de ne pas être identifié, de ne pas être identifié non plus comme des acteurs professionnels à part entière, ça peut donner lieu d'une part au fait de ne pas être écouté simplement. Il n'y a même pas souvent de dialogue puisque l'acteur public n'identifie pas d'interlocuteur. Donc ça, c'est un sujet très, très important. Je sais qu'on peut-être on y reviendra un peu plus tard, mais je le dis tout de suite, c'est vrai que la structuration de la filière, la professionnalisation, l'adhésion à des réseaux, je vais en citer deux. Je vais citer le réseau des conciergeries locatives de France, qui a vocation plutôt à répondre aux besoins de l'activité des concierges et qui organise un salon chaque année au mois de mars. Et l'année prochaine, ce sera dans le sud, à Marseille. Donc, les places, d'ailleurs, sont ouvertes si vous voulez déjà prendre date. Et l'autre réseau que je vais citer, c'est le SPLM, syndicat des professionnels de la location meublée, qui, comme son nom l'indique, est plutôt dans un autre registre, un peu plus juridique, un peu plus défense des droits des mandants, et qui est en dialogue autant que faire se peut avec les autorités au niveau national, avec le ministère, et puis dans les régions qui commencent à se structurer aussi on va dire, en bureaux régionaux. Et là aussi, la demande, c'est plutôt d'être un interlocuteur de dialogue pour pouvoir échanger avec les décideurs. Force est de constater que dans certains territoires, c'est plus compliqué que ça, et donc certaines décisions peuvent être prises de façon unilatérale, sans concertation, un peu brutale, et parfois ou souvent en dépit du bon sens, parce que les impacts de telle ou telle décision ne sont pas vraiment évalués, puisqu'il y a une perception de la jungle, de l'anarchie, pour reprendre les deux mots, qui, de ce point de vue-là, nous dessert, et dessert finalement toute la filière, parce que c'est une véritable filière, même si elle est jeune, même si elle est naissante, de mon point de vue en tout cas, je l'affirme comme ça, c'est une véritable filière. Certains parlent d'industrie, parce que derrière la conciergerie, en réalité, il y a plein d'autres métiers qui font de l'entretien, du ménage, de la blanchisserie, l'entretien de jardin, l'entretien des éléments de climatisation, de chauffage, sur les travaux, j'ai cité sur des chantiers qu'on est appelé à mener en rénovation ou en construction. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, sur le cas endémique, je fais cet exemple-là, c'est une vingtaine de métiers depuis la création jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui très régulièrement appelés à réintervenir. Donc, nous, la question du statut, elle est vraiment cruciale. Et pour y parvenir, pour véritablement travailler là-dessus, il faut pouvoir travailler sur du collectif. Et c'est un peu ce qui nous dessert actuellement dans cette organisation qui est la nôtre, c'est que énormément d'entre nous ont démarré, moi je sais encore notre cas, nous on est une toute petite entreprise. Beaucoup sont auto-entrepreneurs, travailleurs individuels, ou comme nous, TPE, avec 1, 2 salariés. À notre échelle, ce n'est pas toujours évident d'avoir du temps, de pouvoir structurer, de pouvoir organiser ça. En tout cas, intéressez-vous, posez-vous la question dans votre région de ce qui peut exister. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous tourner vers ces organisations-là. Voilà, vous pouvez bien sûr y adhérer, je vous y encourage.
On est adhérent des deux réseaux et d'autres réseaux d'ailleurs aussi auxquels on adhère. Mais en tout cas, échanger avec vos confrères, le plus souvent d'ailleurs, peut-être je vais aussi souligner cet aspect-là, à La Réunion, on peut se vivre concurrent, hein, le marché en plus insulaire, il est fait par définition. Mais en réalité, on échange beaucoup avec nos consoeurs, nos confrères. Beaucoup d'entre eux travaillent comme nous avec une forme de déontologie. Ils veulent travailler dans cette professionnalisation. On est d'ailleurs dans cette démarche-là actuellement d'essayer de regrouper sous une entité association loi 1900 à caractère professionnel les professionnels de location meublée de courte durée de La Réunion. Et puis, dans ce cadre-là, on ira bien sûr s'affilier aux réseaux nationaux CLF et SPLM que je citais tout à l'heure. L'agent immobilier, c'est vrai qu'il est un peu plus ancien. Il y a un certain nombre d'organisations nationales, de syndicats, l'AFNAIM, le SNPI, pour en citer deux, qui sont structurés, organisés depuis des décennies. Il y a des lois qui régissent les métiers. D'ailleurs, il y a un empilement de lois ces 10 dernières années qui sont venus réglementer, surréglementer, repréciser énormément d'éléments du métier d'agent immobilier. À raison parfois, hein, parce que malheureusement, je le dis, je regrette que parfois certains agents immobiliers ne soient pas véritablement des professionnels, ne soient pas dans le respect de la déontologie et du droit. Et ça dessert la profession. Mais heureusement, ce n'est pas une généralité. Mais par contre, comme souvent, les défauts sont souvent ceux qu'on voit le plus et qui demeurent le plus longtemps à l'esprit, alors que par ailleurs, on essaye tous de bien faire notre travail. Donc, il y a ce statut qui existe, qui est réglementé, qui probablement, d'une certaine façon, rend la chose un peu moins dynamique parce qu'elle est forcément un peu dans un... Et puis, il y a des contrôles, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Dès lors qu'il y a une règle, il y a des contrôles. Donc, il faut se tenir à la règle. Mais je dis quand même, c'est du point de vue du CLF comme du SPLM, c'est un chantier que l'on souhaite voir progresser, de voir structurer quelque chose qui professionnalise, qui aussi permet d'identifier les acteurs dans ce qui peut apparaître, quand on n'y est pas présent, comme une jungle ou comme une chose un peu anarchique, alors qu'au contraire, nous, toi comme moi, on sait que voilà, c'est des métiers qui sont durs, dans lesquels peut-être qu'il peut y avoir de nouveaux entrants spontanés, mais qui très vite peut-être peuvent en ressortir aussi. Et ceux qui restent, normalement, s'organisent, se structurent et professionnalisent leur activité jusqu'au degré qui leur convient, à l'échelle qui leur convient, avec ou sans carte de gestion. Ça peut très bien fonctionner actuellement, en tout cas sans carte de gestion. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que le fait d'avoir un statut ou pas de statut rende la chose plus ou moins dynamique. Il y a une question, je pense, tu l'as dit tout à l'heure, de jeunesse, disons, de notre métier, en tout cas dans sa version d'aujourd'hui, qui peut-être est plus propice à ce dynamisme-là. Moi, ce que je vois aussi, pour compléter l'analyse, c'est qu'en termes d'acteurs de solutions sur le marché, pour être sur les salons chaque année, énormément de startups proposent de nouvelles solutions. Énormément comme on l'a dit, c'est des métiers qui sont complexes, dans lesquels l'automatisation des tâches est cruciale, le gain de temps, la gestion de son temps. Et pour ça, tous ceux qui sont des acteurs de cette industrie constatent et identifient des besoins. Et donc, au regard d'un certain nombre de besoins, des solutions sont aussi imaginées. Et moi, je trouve ça plutôt génial, en fait, que chaque année, en tout cas quand je me déplace pour le salon du CLF, par exemple, je découvre de nouvelles solutions qui sont proposées par souvent des professionnels comme toi et moi qui se disent, tiens, bah, effectivement, on a constaté quelque chose qui ne va pas bien, et puis on va essayer de proposer quelque chose, puis on prend un partenaire pour développer, etc. Nous, à notre petite mesure, c'est Authentic Score qui nous a apporté l'année dernière et qu'on continue de développer cette année, comme une application web, mais d'autres solutions sur la gestion, sur la relation voyageur, sur les livrets d'accueil numériques, sur la tarification dynamique, sur le référencement, sur l'IA désormais aussi, sur énormément de champs de notre activité. Il y a beaucoup qui reste à faire.
Et donc, de ce point de vue-là, il y a du dynamisme, il y a beaucoup d'innovation technologique, mais aussi sociétale. Je vais en citer une. Je vais parler de mon ami, désormais je l'appelle comme ça, mon ami Arnaud Testu. On a passé juste une demi-journée ensemble à Paris, mais je trouve que, enfin, voilà, je parlais de notre feuille de route, la carte mentale, etc. Typiquement, nous, ce qu'on avait aussi à cœur, dans la basse saison en particulier, mais finalement, c'est de limiter les nuitées blanches, enfin, ou les mois creux. Et pour ça, de se dire aussi que c'est vrai que beaucoup de familles partent en vacances, et tout le monde ne part pas en vacances, pour plein de raisons, mais notamment économiques. Et que de ce point de vue-là, quelle que soit la taille de l'acteur que l'on est, on peut être appelé à trouver des solutions. Et en l'occurrence, Give Me the Night, c'est cette solution dont je parle. Give Me the Night propose de faire le lien entre des associations d'intérêt général et des hébergeurs ou des concierges qui gèrent des hébergements, de manière à ce que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Et donc, qu'on permette l'accès à des nuitées dans des hébergements dans lesquels finalement on n'aurait pas eu d'activité, à des personnes qui n'auraient pas pu y aller spontanément, mais encadrées avec une association d'intérêt général, dans un cadre sécurisé pour toutes les parties, avec un modèle économique qui est satisfaisant pour toutes les parties. Et ça, c'est tout récent, donc du point de vue de la solution digitale, l'idée, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Hein. Il y a des fondations qui font ça dans l'hôtellerie. On va reparler encore des villages vacances famille avec la case d'allocation familiale. C'est des sujets sur lesquels, à d'autres échelles, il y a pu y avoir des initiatives. Et dans notre champ d'activité, tous ces sujets-là aussi sont des sujets sur lesquels on est appelé à travailler. Donc, beaucoup de ce que l'hôtellerie a pu faire peut inspirer la location de courte durée. Mais pour avoir eu des retours aussi de professionnels de l'hôtellerie, parfois même de l'hôtellerie de luxe, souvent les retours qui nous sont faits, c'est qu'on est plus dynamique. On a des outils plus performants, sans doute parce qu'on est plus jeune sur le marché et qu'on n'a plus les vieilles bécanes qui rament, qui tournent difficilement, etc. Et donc, voilà, on a cette chance-là. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravi d'être un acteur parmi tous les autres de cette industrie-là, parce que c'est une industrie vraiment très, très, très dynamique. Et par son dynamisme, elle peut être appelée à faire des choix, des décisions. Donc, moi, de mon point de vue, tu sais où les décisions nous orientent plutôt vers le tourisme durable. Après, il peut y avoir d'autres stratégies qui peuvent être vraiment axées pure rentabilité. Voilà, toute chose peut se défendre. Enfin, nous, on va plutôt être militants du tourisme durable, aussi d'un point de vue de l'économie, parce qu'au fond, le constat qu'on fait, c'est qu'en faisant mieux, bien, en particulier en ayant conscience de l'impact sur le territoire, en réalité, on fonctionne aussi mieux et nos résultats sont meilleurs aussi, d'un point de vue économique pur. Donc, je pense qu'on est plutôt dans le vrai, moi, c'est notre conviction, et on essaie de le démontrer pour que ce ne soit pas juste une conviction, justement, que ce soit vraiment un résultat qu'on puisse partager. J'étais peut-être un peu long sur cette dimension-là de statut, mais véritablement, il y a un sujet et c'est d'actualité. Donc, vraiment, le message, si je peux faire passer plusieurs messages, mais un seul message à retenir, allez voir les organisations dans vos départements, régions, rapprochez-vous. Et puis, si vous en avez la possibilité, venez sur les événements annuels, les salons, les rencontres. Il y a des conférences, il y a des échanges. C'est le moment de se connecter, de partager des expériences, de découvrir des innovations. Faites-le, vraiment, vous avez tout à y gagner. Ouais, tout à fait. Du coup, ça me fait rebondir effectivement sur la partie professionnalisation. C'est pour ça que je parlais un peu d'opposition au début entre les deux statuts, si on peut dire ça comme ça. Mais en réalité, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord sur le fait que, en fait, on parle de professionnaliser notre filière. Et ça va passer par plein de choses. Il y a le statut, il y a la fédération, et au sens se regrouper, c'est ce que tu viens de dire justement. Il y a l'innovation, tu parlais d'autres solutions qui viennent se greffer à l'activité de location saisonnière. Et ça, c'est vraiment génial en fait. Et je pense que c'est tout ça au sein de notre activité, c'est ça qui va réussir à nous professionnaliser, à créer une filière, ou en tout cas la structurer et la légitimiser. Alors, je ne sais pas si ça se dit, j'invente des mots, je suis un peu Jean-Claude Van Damme parfois. Mais se rendre légitime parce qu'on a un interlocuteur identifié, reconnu par les pouvoirs publics, parce qu'on a besoin aussi, comme tous les métiers, d'avoir un poids, d'avoir un lobby. Hein, ce n'est pas négatif quand je le dis.
on a besoin d'avoir un poids, d'avoir une voix, et donc effectivement se regrouper autour de fédérations, structures, associations, enfin tout ce qu'on veut, c'est hyper important et je pense que ça fait partie de la professionnalisation de notre métier. Donc ça, c'est sur la partie effectivement fédération. Sur la partie formation, tu as dit quelques mots tout à l'heure. Méfiez-vous effectivement des promesses qu'on peut trouver parce qu'en effet, tu as raison. Le fait qu'on soit sur un métier pour l'instant non réglementé fait que effectivement, on a une liberté et un dynamisme, mais la contrepartie, c'est aussi qu'il y a un peu n'importe quoi aussi. Donc, en effet, méfiez-vous de ça. Travaillez avec. Pour moi, la formation, c'est hyper important, mais formez-vous auprès de gens qui pratiquent le métier. Bref, il y a plein de conseils qu'on pourrait vous donner. Je ne vais pas tous les donner ici, mais formez-vous auprès de gens qui pratiquent le métier, qui ont l'éthique pour le faire de la bonne manière. De toute façon, ces acteurs-là, ils sont déjà connus et reconnus, donc en fait, vous ne pourrez pas. Ils sont un peu inévitables, hein, donc de toute façon, voilà. Mais oui, en effet, c'est un peu le sujet. Et alors donc, pour revenir un peu sur cette fameuse carte C, parce que c'est un peu la posture, je crois, hein, du CLF sur le sujet. Cette carte C, elle donnerait effectivement un nouveau statut au métier. Est-ce que d'après toi, ça serait exclusif? Autrement dit, si je veux faire de la location saisonnière en conciergerie, je dois avoir impérativement une carte C, ou est-ce que ma carte G peut du coup, entre guillemets, me permettre d'en faire, ou voilà, est-ce que c'est exclusif ou non d'après toi? Quel serait le bon modèle? Non, je pense que ce serait plutôt inclusif. C'est-à-dire la carte G permet de tout faire. Gérer tout type de biens avec la carte G, biens commerciaux de tout type. Donc aussi bien une location de courte durée qui est une activité finalement commerciale. La carte G permet de tout faire. Simplement, la carte C permettrait de faire ce métier aussi, sans aller forcément gérer à ce moment-là des fonds de commerce, de gérer des problématiques en dehors de la location de courte durée. Donc, ensuite, est-ce que ça a des chances de voir le jour? Ça, c'est un autre sujet, un autre débat vis-à-vis quel est le point de vue des autorités décisionnaires en la matière. Du point de vue du CLF, en tout cas, il y a des actions d'information, de sensibilisation, de dialogue avec notamment des parlementaires qui, à un moment donné, seraient appelés à décider, voter une loi pour définir un statut et donc de pouvoir dialoguer avec des acteurs qui vont être dans cette posture de prendre une décision à un moment donné. Dans ces échanges-là, pour autant que j'ai pu observer, il y a une oreille plutôt bienveillante dans l'idée d'avoir en fait une professionnalisation, effectivement, une forme de réglementation. C'est ce qu'en France, on aime bien réglementer, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est très français. Parce que voilà, on donne un statut, donc il y aura un cadre à respecter. D'une certaine façon, c'est aussi bien parce que quand même, c'est le but d'éviter d'être dans ces travers qui pourraient être critiquables et qui ne manqueraient pas d'être critiqués si on était effectivement dans l'anarchie pure, dans la jungle, etc. Donc, ce travail-là, c'est un travail qui est quand même de longue haleine parce que manifestement, il avance tout doucement. Comme on dit à La Réunion, on dit tipa tipa l'arrivée. Vraiment tout doucement, mais bon, un pas devant l'autre. C'est comme ça qu'on dit, on avance toujours vers l'objectif. Mais ce travail-là, il n'est pas encore abouti, pas terminé. Donc il y a des propositions, le SPLM ou le CLF portent ces sujets-là. Il y a des commissions en fait dans ces deux instances qui d'ailleurs dialoguent entre elles aussi pour pouvoir avoir un même message vis-à-vis des autorités, bien entendu. Donc il y a une attente. Bon, nous, il se trouve qu'on a la carte de gestion. Donc, pour moi, je ne me sens pas directement concerné par ce sujet de la carte C en toute sincérité, puisqu'on a cette carte de gestion, on administre les fonds mandants. Et pour nous, il n'y a pas de sujet pour ça. Par contre, je comprends parfaitement que dans le cas où on n'aurait pas la carte de gestion ou qu'on se dise qu'on ne s'oblige pas à se qualifier, parce que voilà, c'est comme ça, quand c'est réglementé, il vous faut tel ou tel diplôme, une licence d'économie dans tel sujet, ou alors avoir fait l'ICH, ou avoir fait tel cursus pour pouvoir avoir le minimum dit de compétences. Après, vous avez la VAE aussi qui quand même peut jouer un peu. Donc la carte de gestion, elle n'est pas non plus inabordable d'une certaine façon. Elle reste quand même pas évidente à obtenir. En tout cas, il y a un chemin pour y arriver qui est relativement, un degré d'exigence quand même minimal.
La carte C, probablement, serait perçue un peu de la même manière par les pouvoirs publics. Donc, un cadre, un règlement, une forme de formation en termes de compétences métiers à avoir acquis au préalable pour pouvoir en faire la demande et ensuite de devoir la renouveler. C'est ça aussi, on aime bien en France, c'est pas ad vitam, mais d'une certaine façon, c'est bien aussi, ça permet de contrôler, mais donc avec un principe de renouvellement. Donc, faut tenir un petit peu. Moi, ce que j'aurais souhaité, si ça devait se faire, c'est quand même d'essayer d'éviter les mêmes logiques qui président aujourd'hui sur les cartes gestion, transaction, dans un sens, c'est bien les obligations de formation, c'est très bien, mais on voit bien qu'en pratique, les différentes lois qui se sont empilées, qui obligent à faire 50 heures de formation, etc., sont un peu dévoyées parce que, bon, à un moment donné, les formations de déontologie, on les a faites 36 fois. Et c'est pas parce qu'on a fait 12 heures de formation en déontologie qu'on va être très scrupuleux ou très rigoureux plus que par ailleurs. Normalement, oui, ok, il y a une sensibilisation, mais enfin, c'est quand même une éthique de son activité. Et donc, c'est pas le fait d'avoir fait encore 5 heures de déontologie qui va changer le fait d'être ou pas éthique et de respecter la déontologie du métier. Donc ça, ce serait à travers, de mon point de vue, si demain la carte C devait absolument présenter ses caractères obligatoires pour être renouvelée de formation purement, je dirais, académique, universitaire ou juste administrative en réalité. Ça n'a pas tellement de sens. Par contre, se dire qu'effectivement, il faut pouvoir continuer de se former pour être toujours un acteur du tourisme le plus conscient possible, de savoir maîtriser son industrie. On a parlé tout à l'heure en introduction du marché, de son positionnement, sa stratégie. Ça, c'est très. Voilà, s'il y avait des sujets sur lesquels il faut se former régulièrement, continuer de travailler, c'est ce sujet-là. Le sujet de la déontologie, c'est fondamental. La probité, évidemment, quand on gère des fonds mandants, ça, j'ai presque envie de dire, normalement, c'est obligatoire. Il y a des contrôles, des audits, de toute façon, qui sont diligentés régulièrement pour ça. Donc voilà, mais pour les travaux, oui, c'est en cours. Donc, rejoignez effectivement les instances si vous voulez contribuer à ces débats. Et puis, si vous avez des relais auprès des pouvoirs publics à bon niveau, n'hésitez pas à le faire savoir aussi à ces organisations, parce que ça peut aider de pouvoir sensibiliser, expliquer en fait la réalité d'un métier qui, lorsqu'on n'en est pas soi-même acteur, peut être très vite mal perçu parce que perçu de façon trop superficielle. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, je partage complètement cette vision-là. Mais du coup, tu vois, donc on a parlé un petit peu justement de comment on professionnalise, comment on avance, comment on perfectionne. Mais du coup, là, si tu regardes un petit peu dans le rétro, tu regardes un petit peu ton parcours, du coup, tu connais bien la filière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans la... Alors, est-ce que je dis la gestion locative, la conciergerie, du coup, je ne sais pas dans quel mot on doit utiliser aujourd'hui. Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, qui démarre vraiment, quel conseil tu lui donnerais? Est-ce qu'il y a deux parcours avec deux choix finalement? Plutôt le parcours immobilier, un parcours conciergerie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par où on démarre? Très bonne question. La première chose que je lui conseillerais, c'est bien étudier son marché, donc savoir voilà, concrètement où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il y a un marché urbain, un marché rural, un marché de montagne, de mer, etc. Ce n'est pas le même tourisme, la même typologie de voyageurs, la même demande qui va se produire. D'ailleurs, voilà, peut-être que je me trompe, mais sur un marché plus urbain, peut-être c'est moins touristique, enfin, à l'exclusion de Paris peut-être, mais un peu plus professionnel, un peu plus des séjours plus courts. Donc, ce n'est pas la même manière non plus en termes de service. Une fois qu'on a fait cette première analyse-là, et donc on peut se positionner en termes de segment de marché, qu'est-ce qui nous intéresse en fait en termes de services à proposer. La première question à se poser, c'est quels sont les biens immobiliers aussi vers lesquels on souhaite donner de notre temps, de notre énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le retour sur investissement, c'est fondamental pour une entreprise. Que vous entriez dans ce métier en tant qu'auto-entrepreneur ou avec le projet de créer une entreprise, une société, avoir des salariés ou même d'avoir l'ambition de créer des réseaux, enfin voilà, quelle que soit votre ambition, vous êtes un chef d'entreprise. Et donc, vous devez vous poser la question de votre modèle économique et aussi de vous-même, au fond,
dans quel modèle vous voulez travailler, avec quel client vous voulez travailler demain, en termes de clientèle propriétaire et de clientèle voyageur. Donc, si vous posez ces questions-là, ça va quand même vous donner des éléments de cadrage. Et après, effectivement, je peux venir sur la dimension un peu plus précise de la réponse à ta question, sur le conseil. Nous, on a fait le choix de créer notre propre entité. Moi, c'est pas ma première entreprise. J'en ai créé une dizaine d'entreprises, donc j'ai un peu cette expérience-là. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, le côté gestation de son projet, c'est un peu, voilà, c'est quand même se réaliser dans son projet d'entreprise, quelle que soit la dimension qu'on donne à son entreprise et son statut. C'est quand même un projet qu'on passe de l'idée, enfin c'est une idée qu'on a à un projet qui devient concret et qui commence à intéresser des clients, donc avec lesquels d'autres personnes adhèrent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être sur des rapports juste purement de rapport qualité-prix, mais c'est aussi parfois de l'adhésion. Parfois, on vient chez vous parce que c'est vous qui délivrez le service. Et on vous choisit pour ça. Donc, posez-vous cette question-là et ça va vous conduire à faire un choix, soit de le faire par vous-même, soit de le structurer juste pour vous-même. Voilà, et c'est tout à fait légitime. Vous faites une auto-entreprise ou une entreprise individuelle. Voilà, donner un certain nombre d'objectifs, d'équilibre de vie perso, professionnel également, pensez à ça. L'association avec d'autres personnes physiques ou morales, ça c'est une autre échelle, donc créer une entreprise avec des associés, avec un board pour parler en anglais, faire un peu style, mais juste avec deux associés, donc conjoints, on s'est associés là-dedans, mais on essaie aussi bien distinguer les missions pour ne pas se marcher sur les pieds, et chacun a ses responsabilités. Ça aussi, c'est un choix, c'est une stratégie. Et là, de ce point de vue-là, la première question à se poser, c'est pourquoi et qui, avec qui. Et là-dessus, le conseil, je n'en donne qu'un seul, mais creusez au maximum, posez-vous toutes les questions avant de signer les statuts. Et identifiez vraiment l'objectif commun vers lequel vous voulez aller et les réalités, les contingences dans votre personnel que chacun doit mettre en transparence vis-à-vis de son associé pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route, parce que tant que tout va bien, c'est génial, mais quand ça commence à être un peu plus difficile, il ne faudrait pas que ce soit de ce fait délétère pour l'entreprise que l'on a formée avec ses associés. Et puis, le troisième point, c'est les réseaux. De plus en plus d'offres se structurent, sont sur le marché. Il y a des franchises qui existent. Il y a des réseaux, il y a des entreprises qui font également ce qu'on appelle la croissance externe, donc qui viennent racheter votre parc et qui vous gardent quand même comme référent, city manager ou directeur régional, enfin, différents titres. Ça aussi, c'est un élément stratégique, c'est une forme de retour à la sécurité de l'emploi quelque part, quand même, dans ce cadre-là. La franchise, vous êtes entrepreneur avec des royalties, avec des droits peut-être, mais un peu de devoir aussi vis-à-vis de la marque. Par contre, c'est vrai que d'une certaine façon, ça peut être perçu comme sécurisant parce que c'est un peu balisé comme parcours. Donc, normalement, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous sont fournis par votre tête de réseau. Et donc voilà, je pense trois typologies de structuration métier que l'on peut être appelé à choisir, dans lesquelles on peut se déterminer, qui existent aujourd'hui sur le marché. Je vais juste dire ça quand même. Nous, on a commencé, je l'ai dit, de façon tout à fait non professionnelle au départ. Et puis, de fil en aiguille, on a été sollicité pour créer des hébergements. Donc, on en a créé plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et ça nous a amené vers le chemin de la professionnalisation en même temps qu'on avait envie d'une reconversion professionnelle et aussi d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, Authentic Stay est dans une autre démarche encore, c'est qu'après avoir fait la démonstration d'une méthode de travail, d'avoir structuré les outils, d'ailleurs, un quatrième conseil, quand on se lance, c'est aussi de penser avec quel partenaire. Là, si vous découvrez le métier, vous allez être dans un jargon, donc je vais vous en lâcher quelques-uns, hein. PMS, VRMS, pricing, tous ces indicateurs aussi spécifiques métiers que l'on a chez nous.
dans la location de courte durée pour lesquelles vous n'êtes pas forcément préparé et donc il faudra apprendre. Donc ça aussi, choisir les partenaires, les solutions digitales que vous allez utiliser pour gérer vos biens. C'est crucial parce qu'une fois que vous avez commencé avec une solution, vous allez continuer, puis à un moment donné, peut-être vous allez voir un peu les limites. Donc il y a différentes échelles, des rapports, donc ça, il faut étudier un petit peu tout ça. Et donc, je disais, nous, on a fait ce parcours du non-professionnel au professionnel et aujourd'hui, on a envie de partager. Donc, on est dans cette phase-là de vouloir véritablement partager, donc former d'autres professionnels. Alors, ils peuvent être nouveaux entrants sur le marché, comme des conciergeries qui ne travaillent pas encore avec une carte de gestion, ou une conciergerie qui ne serait peut-être pas encore équipée d'un PMS ou qui n'aurait pas toutes les solutions digitales paramétrées, etc. Qui ont un besoin en fait de structuration. Et qui ont en plus, évidemment pour nous, ce qui est crucial, l'adhésion à cette valeur et à la vision d'acteur du tourisme durable. Et donc là-dessus, vous pouvez avoir des échanges avec un acteur, pour en citer un, avec lequel qui est notre partenaire sur la partie formation, c'est la Hosting Academy, qui au passage je crois, déposé un dossier en cours d'instruction pour faire reconnaître un titre RNCP. Vous savez, le RNCP, c'est le Registre national des compétences professionnelles, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est en phase d'instruction, à ma connaissance, c'est prévu pour l'année prochaine. Ce qui veut dire que les personnes qui rentreront en formation au travers seront peut-être à un moment diplômées avec un titre reconnu Bac+3, je crois, ou différents niveaux d'ailleurs, il y a différents niveaux. Chez eux, et donc seront donc, de ce fait employables aussi sur le marché. Ça, c'est plutôt pour les salariés. Et puis pour les gérants d'entreprise également, ça donne aussi un niveau de qualification indéniable quelque part. Et pour faire le lien, on parlait tout à l'heure de cartes, etc. À un moment donné, ces sujets-là de quel est le parcours de formation initial qui vous amène à devenir un professionnel dans le secteur peuvent être aussi des sujets. Le niveau de qualification, le niveau de compétences, ça c'est très français aussi, hein, on aime bien quel est ton diplôme au départ, qui t'a amené à faire ça aujourd'hui, alors que l'expérience terrain, au fond, elle est tout à fait valable aussi, hein, vous vous lancez de façon spontanée, puis vous apprenez le métier, et puis vous avez vraiment envie de vous y investir, vous vous donnez les moyens, le temps, l'énergie de découvrir, d'une part, d'apprendre, et puis de vous professionnaliser par vous-même. Et vous pouvez avoir comme ça des conciergeries qui sont très, très, très compétentes, très reconnues, notamment du point de vue des voyageurs, hein, c'est systématiquement mesuré. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une constante de notre métier, c'est qu'à chaque séjour, on est noté, enfin, évalué. On parlait tout à l'heure je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait sur la gestion immobilière classique. La gestion immobilière classique, on n'est pratiquement jamais évalué, en fait. Dans notre gestion, peut-être qu'il peut être cassé à un moment donné, mais enfin, bon, le métier, il est fait en standard. Voilà, on peut s'en plaindre, mais personne ne s'en plaint. Mais nous, c'est à chaque séjour qu'on est évalué. Donc, 2 fois par mois pour l'hébergement chez nous. Chez toi, ça doit être beaucoup plus souvent sur des séjours plus courts en durée. Voilà, donc, très vite, tu montes à des dizaines, des centaines d'avis sur ton activité. Oui, c'est clair. Quelques conseils en termes d'outils, formation, compétences, et puis des modèles de structuration qui peuvent être à votre disposition. Donc, il faut choisir en conscience là-dedans. Et une fois qu'on a choisi, bien avoir identifié pourquoi vous avez choisi ça. Puis après, vous faites votre feuille de route. Si vous êtes à l'aise avec les cartes mentales, faites votre carte mentale. Nous, ça nous a réussi. Faites-vous votre plan d'action. Voilà. Vous faites votre business model Canva, votre plan d'action derrière, et puis vous pouvez dérouler après une activité qui va vous porter. Et comme vous allez la découvrir et sans doute l'apprécier, vous allez pouvoir continuer de la développer, la faire monter en qualité. Ouais. Ok, top. Merci pour ces conseils. Et il est l'heure de passer à la dernière partie, sans transition, de ce talk show. Il s'agit du quiz. Donc, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, le quiz, donc c'est une séquence de questions assez courtes qui appelle à des réponses assez courtes. L'idée, c'est qu'on puisse enchaîner un petit peu toutes ces questions. Est-ce que tu es prêt, Raji, pour cette dernière ligne droite ? Je me mets en disposition mentale, je vais répondre par oui, non, oui, non, oui, non. Sinon, on voit bien, je peux faire des réponses un peu longues. Donc, je vais essayer de me tenir
vraiment quelques mots, sujet, verbe, complément ou oui, non. Ça te va marche. comme ça? Ouais, Très bien, c'est très la bien. Allez, OK. parti. Donc, les agences immobilières qui se lancent dans la conciergerie, la gestion de la location saisonnière, le font forcément par conviction ou par opportunisme? Je vais être positif, je vais dire par conviction. Ok. Ça a été plutôt ton choix finalement, toi, d'ailleurs. Nous, ça a été notre choix. Ok. Ok. Alors, on a parlé pas mal de carte G, je vais juste y revenir un petit peu. Est-ce que la carte G, ça peut être un atout marketing ou alors c'est juste un tampon administratif en fait? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais c'est un atout. En tout cas, c'est un atout essentiel. En fait, ça change votre modèle économique. Je vais faire court, je dirais juste ça, mais si je dois expliquer, c'est simplement si vous êtes en prestataire de service, ben vous allez facturer le propriétaire et vous allez attendre en fait en termes de flux financiers que le propriétaire vous paye. Donc vous allez avoir des délais et donc un BFR un peu plus long. Et puis par contre, à l'inverse, si vous êtes gestionnaire, donc à ce moment-là, c'est par vous que le flux circule et vous serez forcément rémunéré à la mesure de ce que prévoit votre mandat de gestion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu recommanderais aux agents immobiliers, tous les agents immobiliers, de créer leur conciergerie? Non. Qu'est-ce qui te. Il y a des choses spécifiques, c'est ça? Tout le monde n'est Oui, pas prêt. il faut avoir envie d'être dans un métier de service, d'hospitalité, à mon sens, pour réussir en conciergerie. Si ce n'est pas le cas, vous allez au-devant d'un échec. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on connaît ta posture, mais du coup, tu dirais qu'il faut forcément séparer totalement la gestion locative longue durée de la gestion locative courte durée dans une même agence immobilière, même si je connais ta posture à toi. Alors, voilà, j'ai donné ma posture et notre choix, mais pour répondre à la question, au travers des expériences que j'ai vues, la réponse est non. Je vois beaucoup de professionnels qui font très très bien leur métier en conciergerie locative et qui ont une même entité juridique. Simplement, j'ai dit tout à l'heure, ils ont bien distingué quand même les services. Pas les mêmes hommes et femmes qui font les deux métiers. Oui, ok. En termes marketing, en tout cas en façade, tout est bien fusionné, mais par contre derrière, en termes de compétences, c'est pas forcément la même personne. Bon, complètement. Ok, ok, ça marche. Alors on a vu, il y a la location courte durée, parfois c'est un peu décrié, et les acteurs de la location courte durée sont parfois un peu décriés, pour plein de raisons. Est-ce que tu penses que la location courte durée, à un moment donné, a abîmé l'image des agences immobilières traditionnelles? En tout cas, dans le mode qu'on connaît aujourd'hui. Non, je pense qu'elles se sont abîmées toutes seules, comme des grandes. Non, non, je ne pense pas que la conciergerie nuise à l'image des agences immobilières, pas du tout. Je pense que c'est deux métiers, enfin moi c'est mon avis, c'est deux métiers différents et qui peuvent être pratiqués par les mêmes acteurs, c'est vrai, mais c'est quand même deux métiers différents. D'accord. Si je me mets dans la peau d'une agence immobilière plus classique, est-ce que tu penses que le personnel de terrain, ménage, maintenance, etc., sont assez valorisés par ces acteurs-là? Là, on est sur la notion de partenariat. Je dirais non, pas assez, et ça devrait être plus le cas. Voilà. Donc, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui valorisent leurs partenaires, qui fidélisent leurs partenaires. Par contre, ce dont je suis parfaitement certain, c'est qu'une conciergerie qui réussit ne peut pas être dans cette réussite si elle ne le fait pas. Si vous ne valorisez pas vos partenaires, vous serez dans l'échec. Ça, c'est garanti. Donc, dans notre métier, c'est un métier d'équipe avant tout, et la réussite, elle se fait vraiment, vraiment, vraiment en équipe. Ouais, ok. Alors, tu nous as donné un petit peu ton avis tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'un jour, la conciergerie, sans carte G sous-entendu, deviendra un jour un métier réglementé comme l'immobilier? On a parlé de carte C tout à l'heure. En bon administrateur du CLF, je dirais que j'aspire à ce que ce soit le cas, effectivement. Ok, ça marche. Et si tu devais tout redémarrer à zéro et que tu devais choisir entre conciergerie ou agence immobilière, tu ferais quoi? Conciergerie. C'est hyper intéressant comme réponse et j'adore du coup la spontanéité de la réponse.
Plutôt Booking ou plutôt Airbnb? Plutôt authentique-stay.fr. Ok, t'as le droit, ça marche. Est-ce qu'il y aurait un livre, une ressource ou une personne, un mentor qui t'a inspiré dans ton parcours que tu voudrais nous partager ici, ou même un partenaire peut-être? Il y en a plein, il y en a plein. Je ne peux pas être sur ton podcast sans citer mon mentor principal, qui est mon père, qui est décédé il y a 15 ans et qui m'a énormément transmis en termes de valeurs et puis de motivation, de dynamisme et d'engagement, surtout d'engagement et de responsabilité. Mais pour en citer, je vais en prendre qu'un seul. Je ne travaille pas avec sa solution d'ailleurs, peut-être qu'il sera surpris que je parle de lui, ou pas tant que ça, parce qu'on a un peu échangé les quelques fois où on s'est croisés. C'est Sébastien Grosjean, dont je vais parler 2 secondes. Et je trouvais intéressant parce qu'en fait, moi, je m'étais posé la question du changement d'échelle. Je me dis, mais comment on passe de 5 logements à 20, et puis de 20 à 50, de 50 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à je ne sais pas combien. Et comment est-ce qu'on s'internationalise un jour si on prend ce chemin-là? Et la réponse en fait qu'il m'a faite, et au bout du compte, tout le monde se dirait, ben oui, mais en fait c'est évident, pas plus sorcier que ça. Mais en fait, vous mettez toujours, enfin moi, comme tout le monde, je pense, mais je me mets des freins, je me dis tiens, oui, est-ce que je suis capable de porter un développement à telle échelle, etc. Et c'est de s'inspirer, c'est de regarder ceux qui l'ont entrepris avant vous. Voilà. Regardez-vous le parcours qui est le vôtre, les valeurs qui sont les vôtres. Vous n'allez peut-être pas avoir le même chemin, mais puisqu'il y a eu quelqu'un avant vous qui a été un pionnier, qui a ouvert une voie, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas emprunter un sentier qui coupe, traverse, parcourt ce chemin-là. Et c'est une chose, je pense aussi, que je recommande dans notre profession, c'est de discuter, de dialoguer avec vos confrères, vos consoeurs. Peut-être que parfois, en proximité géographique, on a l'impression d'être concurrent, donc peut-être ça peut être un peu plus difficile. Bon, nous, ce n'est pas notre cas à La Réunion, hein, je vous le dis, mais j'espère que ce n'est pas le vôtre non plus, mais on peut comprendre ça. Dans ce cas, choisissez-en un qui soit sur un territoire qui n'a rien à voir avec le vôtre, mais vraiment échanger, dialoguer, notamment avec ceux qui ont peut-être un parc plus grand, peut-être un volume d'affaires plus grand ou une structure un peu plus, je sais pas, professionnelle vers laquelle vous aspirez. Ça va vous donner des idées, des ailes pour avoir la capacité d'entreprendre et d'y aller. Donc, voilà, je ne sais pas si ça lui fera plaisir, je le cite ici. Je pense qu'il est assez connu, mais par ailleurs, on n'utilise pas Smiley, nous. Oui. Mais voilà, on a pu échanger sur des salons en aparté, comme ça, à l'espace de 5-10 minutes. Quelqu'un qui est très accessible, et c'est ça que je voulais souligner dans notre industrie, je trouve. Hein. Enfin, moi, après, je parle de mon point de vue, bien sûr, exclusivement de mon point de vue. Je viens une fois par an dans l'Hexagone. Peut-être que je viens avec des bouteilles de rhum aussi, donc les gens m'aiment bien pour ça. Voilà. Mais non, sans plaisanter, en fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonne, je dirais, bonne bienveillance. Il n'y a pas d'arrière-pensée systématique, en tout cas. Beaucoup d'échanges de pratiques, je trouve. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, je le ressens. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir m'engager au CLF, hein, par exemple, d'avoir rencontré les membres fondateurs au départ, d'avoir pu avoir des moments privilégiés d'échange en aparté des salons, et puis, chemin faisant, de voir que nous, en l'occurrence, on était très volontaires sur le tourisme durable, ce qui était complémentaire peut-être par rapport à d'autres propositions de valeurs qui étaient les leurs. Et puis venant des Outre-mer également, d'apporter un regard. Donc voilà, il y a toutes formes de légitimité, mais voilà, qui peuvent inspirer en tout cas. Et puis voilà, pour la communauté, n'hésitez pas, dialoguer, contacter. Sur LinkedIn, ça marche très très bien. Vous contactez les gens sur LinkedIn, en général, vous avez une réponse en retour. Se dit en passant, si vous voulez me contacter, je vous promets de vous répondre. Ce sera fait, et puis on verra s'il y a matière à échanger davantage encore par la suite. Mais moi, je suis j'ai besoin de ça, de pouvoir échanger, s'inspirer. D'accord. Ah ben, du coup, tu me permets de faire le lien avec la question suivante, justement, qui est quelle est ta potion magique pour réussir dans le métier? Qu'est-ce qui te renforce au quotidien? Moi, je dirais équipe. Voilà, c'est équipe partenariat. Équipe partenariat, bon, c'est les 2 éléments qui sont. S'il y a une potion magique, c'est celle-là.
Ok. Bien sûr, il faut avoir une vision, il faut avoir, etc. Mais vous n'allez pas réussir seulement avec votre vision, seulement avec votre énergie propre. Vous allez réussir parce que vous allez réussir à constituer une équipe. Une équipe, ce n'est pas forcément des salariés en interne, ça peut être tout à fait des partenaires, prestataires externes. Et puis les partenaires au sens réseau, dont on a parlé tout à l'heure, CLF, SPLM, d'autres solutions, d'échanger aussi avec des acteurs qui ne sont pas vos prestataires, mais ils peuvent être vos partenaires quand même, parce que vous allez avoir des échanges, ils vont vous donner des idées, peut-être vous mettre en relation avec telle ou telle personne ou service dont vous pouvez avoir besoin. Donc, voilà, la potion magique, c'est ça, équipe et partenaire pour moi. Ok, ça marche. Et du coup, à l'inverse, quelle est ta kryptonite, ce qui t'affaiblit? Ça, c'était le cas auparavant, c'est manque de structuration au début. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire l'effort, à mon sens, de structurer son activité, parce qu'autrement, on va au-devant de déconvenus. Plus le parc va croître et en réalité, moins on va être dans sa zone de réussite, et plus on prend de risques aussi de décevoir, et ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Donc la kryptonite, c'est ça, c'est le manque de structuration. Donc c'est un peu plutôt derrière nous aujourd'hui. Hein, Ouais, tant mieux. mais on a quand même besoin de continuer de travailler, de renforcer les choses et de structurer l'activité. Bien sûr, bien sûr. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le sens de l'hospitalité? Pour nous, à La Réunion, enfin, je vais répondre comme un Réunionnais, je veux dire. C'est d'ouvrir son barreau et de donner un verre d'eau, un repas, partager quelque chose. L'hospitalité, c'est partager. D'ailleurs, moi, je préfère parler de voyageurs que de touristes, au sens que je mets derrière, c'est touristes plutôt consommateurs, voyageurs plutôt découvreurs. Et j'aime mieux avoir affaire à des voyageurs, au fond, qui viennent non pas consommer la destination Réunion, mais qui ont envie de la découvrir, qui ont envie de rencontrer des personnes qui vivent sur l'île, qui ont envie de comprendre son histoire, qui est jeune, c'est à peine 4 siècles d'histoire, la Réunion, mais par contre qui est très unique, au-delà aussi de ces beaux paysages qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, de son lagon qui est sécure, etc. Donc la carte postale, oui, mais découvrir la destination, c'est le terroir, c'est la gastronomie, c'est la culture, l'artisanat, l'art et le patois local, la langue locale, ici le créole réunionnais, ailleurs la langue régionale ou le patois ou le créole martiniquais ou guadeloupéen. Voilà. Ok. Et du coup, on passe à la dernière question, la question rituelle du podcast Conciergerie de rêve. Qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve pour toi? C'est une conciergerie qui s'inscrit comme un acteur du tourisme durable à part entière dans son territoire. Super. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin de ce podcast. Merci, Raji, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir été hyper transparent sur, justement, sur ta posture et ce que tu penses, parce que c'est, voilà, j'ai volontairement un peu opposé des mondes et alors que ma volonté derrière ça, c'est plutôt justement de l'unir et je pense que tu représentes justement aussi cette convergence, comme j'aime bien le dire. Pour tous ceux qui nous regardent, eh bien, on laissera en dessous de la vidéo donc tous les liens qu'on a pu échanger un petit peu là dans ce podcast. Les liens pour retrouver Raji et Authentic Stay seront juste sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et ne rien rater. Et puis, bien évidemment, laissez un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire si ça vous a plu, si les sujets qu'on a évoqués vous parlent. Et avec grand plaisir, Raji et moi-même, on répondra à toutes vos questions. Merci, Raji, d'avoir participé. Je te souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup, Henrik. J'ai vraiment apprécié ce moment de partage dans la conciergerie de rêve. Merci à toute la communauté. Et puis, comme on dit à La Réunion, on la retrouve. À bientôt à Paris. À bientôt. Ciao.